30 reviews en 30 jours. Oui, monsieur. Ça touche au but, là. Eh oui. Là, on se rapproche, quoi. Hein. On est à la finish line, comme on dit. Hein. Ouais. On est à la finish line, on est dans le dernier virage. Ça veut dire qu'on va bientôt finir. Oh là là, les 30 reviews en 30 jours, que va-t-il se passer après ? Est-ce que l'humanité va continuer à vivre ? Vous le saurez très vite, prochainement, to be continued. Dans tous les cas, vous le savez, ce sont les 30 reviews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, même quand il est confiné, il n'y a pas de NBA, mais Trash Talk est là. On va être là, on va continuer à être là avec vous tous les jours, même si on ne sait pas encore quand est-ce que la compétition reviendra. Alex, comment on va faire ? Bah écoute, on va faire au mieux. Hein. On va faire au mieux. On va continuer à proposer du contenu, de toute façon. Il y a tellement de trucs à raconter. Tout à fait. Là, c'est vrai que les reviews, elles arrivent à la fin, mais bon, on a quelques autres idées derrière. Hein. Ouais, on a 2-3 petites surprises à vous réserver. Il y a des gens qui s'inquiètent. Non. Ils sont là, mince, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. Oh, pas d'inquiétude, hein. Voilà. D'inquiétude, on va faire exactement le taf comme il faut, vous le savez, évidemment. Et on va faire les choses bien comme les Lakers depuis un an à peu près, hein, parce que là aussi, lorsqu'il y a eu de l'inquiétude et du flou et du doute, il y a eu de la réponse. Hein. On a retroussé nos manches et on a fait ce qu'il fallait. Et donc forcément, comme vous le savez, une review commence avec un coup d'œil dans le rétroviseur, comme on dit là-bas. Ouais, LA. Et quel rétroviseur sur le lowrider de Los Angeles, 49 victoires pour 14 défaites. C'est une phrase, et c'est ça, c'est une phrase qu'on ne pensait jamais pouvoir prononcer ces dernières années à Los Angeles. Les Lakers sont premiers de la conférence Ouest. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis une décennie, hein, de voir vraiment LA sur le toit de la conférence Ouest. Deuxième meilleur bilan de la NBA. Ça y est, LA is back. Avec une belle manière en plus. Et avec on a tout de suite, dès le début, on a été impressionné par le level et l'intensité défensive qu'ils étaient capables de mettre. On s'est dit, oui, Frank Vogel et tout. Encore plus impressionnant de voir qu'ils ont été capables de le maintenir quasiment tout au long de la saison. Hein. Tout à fait. Il y a beaucoup de creux, hein. C'est régulier hein, dans les perfs. Bien sûr, c'est une équipe qui démarre vachement, tout à fait. Nous, le mindset quand on arrive en septembre-octobre, c'est qu'on voit cette armada et on se dit, on se demandait justement ce que Frank Vogel allait pouvoir nous proposer. Et comme tu le dis là, ça démarre très fort, 24 victoires sur les 27 premiers matchs, rouleau compresseur vraiment activé, LeBron et AD qui veulent mettre les points sur les i et les barres sur les t. Non, désolé, cette ville, même si le premier match de la saison va pour les Clippers, cette ville reste aux Lakers et on va vous montrer pourquoi. Ouais, bah déjà, statistiquement parlant, pour parler de la défense, donc t'as le 3e meilleur rating défensif. Oui. Donc c'est sérieux. Ouais. T'as que les Raptors et les Bucks devant toi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qui sont des petites défenses un petit peu désagréables. On avait quelques doutes sur, tu sais, on en avait parlé pendant la preview, genre ils sont pas tout jeunes, faut pas que ça court trop. Load management, quoi. Load management et tout, mais on avait peut-être pas oublié, ou sous-estimé ou quoi, mais en tout cas ils ont su mettre en avant une énorme qualité de cette équipe. C'est non seulement t'as beaucoup d'expérience, beaucoup de vices, beaucoup de vécu tactique, mais en plus t'as de la longueur. C'est ça, il y a une taille. Les Lakers sont grands, les Lakers sont très grands. Les Lakers sont la meilleure équipe qui contre. Enfin, c'est l'équipe qui compte le plus de tirs. L'équipe qui contre le plus, et puis en interception. Interception, c'est bien aussi. Bouge pas, 4e. Ils ont une défense qui a été assez incroyable, et c'est vrai que l'effet visuel des Lakers, quand on voit notamment cette front line avec du LeBron, du AD et parfois du Dwight ou du Javal, on se dit merde, comment tu fais pour intégrer juste comment mettre en fait un teardrop ou un layup dans cette foutue raquette. Quand tu rentres dans la raquette, ouais. C'est très compliqué. On en parlera dans le point tactico-technique, mais du coup aussi expérience veut dire aussi intelligence en attaque, c'est-à-dire sans forcément galoper à fond la caisse, toujours le choix du bon tir. Les Lakers ont le meilleur pourcentage au tir de toute la ligue, et il y a vraiment une marge entre eux et la suite. Ils sont à plus de 48% de réussite au shoot. Donc, quand on les a vus jouer, on a vu tout de suite des petits ajustements, des petits choix. On a vu aussi, c'était une interrogation de voir comment utiliser Kyle Kuzma. Il y a eu des blessures et quand il est revenu, ça n'a pas été forcément tip-top, mais il a apporté certains matchs quand il y avait du repos pour LeBron. Il y a eu de la grosse performance ici ou là de Kuzma. Ouais, on a vu un Dwight Howard en mode je renais. C'est superbe, c'est une des feel-good stories, c'est la suite de ce qu'a pu faire Derrick avec Minnesota, c'est le retour de Dwight à un niveau respectable. C'est-à-dire j'arrête un peu mes conneries et je deviens efficace dans ce que je fais sorti de banc. Et on a vu, le duo LeBron et AD, franchement,
à des très hauts niveaux, tous les deux. Je veux dire, Bien sûr. Anthony Davis, meilleur scoreur de l'équipe, un peu devant LeBron, à quasiment 27 pions, Ouais. 9 rebonds par match, 3 passes, il est là à l'interception, il est, Il est dans la les meilleurs discussion des contreurs. défenseurs de l'année. Hein. Exactement, il est dans les meilleurs contreurs de la ligue. Donc Anthony Davis, il doit être top 10 scoreur et puis top 5 rebondeur. Contreur, pardon, excuse-moi. Ouais. Voilà. LeBron, c'est le meilleur passeur de la ligue cette saison. Voilà. Tout va Déjà, bien. ça, voilà. Et puis 30... au scoring, il est à quasiment 26 points à l'autre. Hein. C'est ça, dans sa 28e saison professionnelle, LeBron Voilà, continue à se Il va avoir redéfinir. 47 ans là. C'est ça, tout à fait. en En sortie de pandémie. C'est clair que LeBron nous a évidemment ravis. C'était return season. Hein. Le hashtag avait été balancé par autopromo de LeBron sur les réseaux sociaux pour bien montrer que le King était de retour. Et il l'a montré soir après soir, vraie envie de montrer que c'est le patron, que la saison précédente avec les Lonzo, Ingram, Josh Hart et compagnie, ça avait été un petit fiasco, mais qu'il fallait pas l'enterrer pour autant. Et donc, il y a certains matchs où on fait, ok, ça reste LeBron, quoi. Il y a un niveau de gestion de la rencontre qui le réinstalle. Un niveau de maîtrise tactique qui est assez Exactement, sérieux, c'est clair. qui le réinstalle tout de suite sur le podium des MVP. Et donc, vrai plaisir de revoir LeBron en tant que meilleur joueur au monde, quoi. Et autour, le débat qu'il peut y avoir. Autour, t'as Kyle Kuzma qui met un peu plus de 10 points par match. C'est ça. 12 et demi. Mais sinon, tu as une kyrielle de gars entre 6 et 10 pions. Il y en a vraiment beaucoup. Je veux dire, Javal Magui met 7 points. Caruso met un peu plus de 5 points. Dwight Howard, on en a parlé. Il est à quoi? T'en bouge pas. 7,5. Rondo, 7 points. KCP. Avery Bradley, KCP, Kentavious, tout ça. Danny Green. Ils sont en. Enfin, KCP et Kentavious, pardon, c'est la même personne. Même si dans sa tête, ils sont plusieurs quand même, non? Ou c'est moi? Ça va. Ils sont moins d'eux quand même. Hein. Ça va. Ça dépend le bracelet qu'on a au poignet. Mais attention. Mais non, mais voilà. Mais tous ces gars-là, en fait, ont pris leur mission défensive très à cœur. Je veux dire, on a vu KCP, Danny Green et Avery Bradley ne pas rigoler du tout sur certaines missions défensives, franchement. Oui. Et en plus, ils ont plutôt bien assimilé les rôles offensifs qu'on attendait d'eux. Ouais, bien sûr. Avec des pourcentages corrects. Donc, je veux dire, ces mecs-là mettent 8, 9 points, mais en très peu de tirs. C'est ça. Et à la grande différence de ce qu'on avait pu voir il y a un an, comme on le sait souvent en NBA, hein, comme on dit aux États-Unis, la victoire pense toutes les blessures. On a vu un groupe qui vivait bien. On a vu que avec LeBron et AD en fer de lance, derrière ça déconnait avec Dwight. Le groupe, quand il y a un mec au sol, ça se soulève. Donc du coup, le début de saison qui est vraiment dégueulasse de KCP va s'améliorer très nettement. Nous, on a été les premiers à balancer des punchlines pour qu'ensuite il fasse une saison vraiment correcte. Il y a eu je voulais en lâcher une sur Rondo parce qu'il y a une alternance entre le moins bien et le moins bien. Après, c'est chacun son choix. Non, mais évidemment, je suis vache, c'est pour faire une tique pour les fans de Rondo. Non, il y a eu des matchs où c'était pas mal de la part de Rajon, mais je sais que ça a toujours été un débat. On pourra l'avoir, notamment sur l'impact de Rondo. Avery Bradley, très bien. Danny Green, quand il le faut, ça snipe. Vraiment un collectif qui se met en place avec un unique objectif, celui d'être champion. Donc ça, c'était super. Oui. Ah oui, de toute façon, ça c'est clair que là, je veux dire, il n'y a pas de jeunes quasiment à part Kuzma dans le groupe. Non, c'est ça. Et t'as Norton Tucker. Oui, voilà, le Caruso a eu un peu de hype. Il a joué quoi? C'est ça. Non, il a pas joué. Il a pas joué. Non, il a pas joué. C'est Caruso qui a vraiment pris la hype. Il a pas joué non plus. Non, il y a que des vieux. Caruso a failli être All-Star, comme on le dit si bien, hein, grâce au NBA vote. Il y a eu un peu de hype. Et c'est impossible de faire ce coup d'œil dans le rétro sans parler évidemment de ce qui se passe fin janvier. Puisqu'on a donc des Lakers qui, sur un pur plan sportif, vont faire le travail. Il y a quelques défaites qui se ramènent vers fin janvier, notamment à Philadelphie. Hein, et quelques jours avant, il y a eu aussi à Boston, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et on a l'épisode Kobe, qui se passe donc 26 janvier, si je ne dis pas de bêtises, c'est 26 janvier 26 janvier. C'est ça, dimanche 26 janvier. Le lendemain du jour où LeBron passe Kobe au scoring c'est ça. À Philadelphie. C'est ça. Et donc forcément, il y a un séisme sur la planète sportive, sur la planète basket et sur les Lakers. Parce que voilà, quand tu parles des Lakers, tu parles de Kobe. Donc ça a été très flou comme période. Il y a eu un match donc face aux Clippers qui a été reporté. Il y a eu une défaite contre les Blazers. Ouais, où Lillard est absolument ouf. Ouais. Voilà, c'est la période aussi. C'est vrai que ça coïncide avec la période où Lillard il se prend pour Michael Jordan. C'est ça. LeBron essaie de prendre parole, évidemment, comme il le fait si bien pour essayer de justement tourner un petit peu cette page. C'est tellement compliqué, c'est tellement exceptionnel ce qui se passe là, exceptionnel dans le sens de l'exception. Mais moi je trouve que ça se remet assez vite en route. Hein.
Ça se remet assez bien en route, ouais. Les Lakers semblaient déjà soudés, sont toujours aussi soudés, et très vite, le résultat reprend le dessus. Parce qu'en février, là, avec le All-Star Game au milieu, t'as une belle série de victoires. Hein. Ouais. Bouge pas, calendrier. Hop. 1, Oui, bah 2, oui, 3, oui. 4, 5, 6, 7 wins de suite. C'est ça. Avec quand même dedans les Nuggets, les Celtics, les Pelicans, tu vois, genre, voilà. Quelques bonnes wins. Tu parles, ça c'est en décembre, ça. Non, je te parle de la série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires, c'est bien ça, avec Oui, c'est parce que tu me disais qui Nuggets. entoure le All-Star Game. Ouais, il y a pas les... Ouais, il y a les Nuggets, ouais, juste avant le All-Star Game. Il y a une grosse victoire à Denver en prolongation. Ah oui, pardon, je m'étais gouré, excusez-moi. Ouais, Memphis, Grosse Boston, victoire etc. à Denver tout à en fait. prolongation juste avant d'aller faire le All-Star Game. Et en sortie de All-Star Game, tu fais Memphis, Boston, Pelicans, Warriors. Ouais, c'est ça. Non, c'est très vite, tout à fait, Donc, les tu te résultats remets reprennent le en dessus. route. Ouais, Ouais. clairement. On avait même vu ensemble le doublé de la très grosse semaine, le triplé, pardon, de la très grosse semaine Sixers, Bucks, Clippers, juste avant la pause en fait. Bon, il y a eu cette défaite contre les Nets, c'est un peu crado. Mais juste avant, il y avait une semaine absolument incroyable. C'est ça, on avait tout le build-up autour de ce match entre Lakers et Clippers, on voulait voir ce que ça allait donner, la discussion du MVP qui est encore plus relancée parce que beaucoup de gens disent Giannis est en train de se distancer, et puis LeBron dit hop, il reste encore un peu de temps, donc il nous fait vraiment une semaine assez monstrueuse et une remontée en température assez folle. C'est fort quand même que ce groupe soit passé par ce qu'on a vu fin janvier et que les résultats aient continué à être bons pour rappeler qu'il y avait du basket avant tout et qu'il fallait se défoncer aussi pour Kobe, quoi. Ouais. Non, ils étaient... Ça, c'était vachement géré. Si tu regardes dans le rétroviseur, on a parlé des Raptors et des Clippers qui étaient bien lancés. Bah, je pense que les Lakers, ils étaient bien lancés aussi. Hein. Oh, ils étaient clairement bien lancés. Il y a en termes de période de coup de mou, comme on l'a dit, c'est à la fois c'est l'entre Kobe entre guillemets, puisqu'il y a Blazers, comme tu l'as dit, et juste avant Sixers. Il y a une sale série là juste avant Noël, là, non? Il y a Boston, Orlando. Si, il y en a 4 de suite là, juste avant Noël, ouais, tout à fait. Où t'as 4 défaites. Indiana, Bucks, Nuggets, Clippers. Mais sinon, tu as montré, comme tu disais là, que tu montais en température, que en ayant perdu les 2 premiers matchs, Opening Night et le match de Noël face aux Clippers, quand il y a le match suivant en mars et qu'on se rapproche des playoffs, et ben ça joue et ça gagne. T'es là, ouais. Et donc forcément, quand tu as un groupe aussi expérimenté qui connaît ses rôles, où le coach a l'air d'assez bien gérer ça, qu'il n'y a pas de faits divers pour venir vraiment, faits divers au sein même du vestiaire, pour venir niquer la cohésion d'équipe, tu as la meilleure équipe de la conférence Ouest et en discussion avec le titre de meilleure équipe de NBA, quoi. Ouais. Ça a été vraiment très très propre de la part des Lakers, coup d'œil en rétro, évidemment spectaculaire avec ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire qualification en playoff, pour une fois depuis 2012, je dirais. 2012, je crois qu'ils ont été la dernière fois en playoff. 2012. Non, je dois dire de la merde, ça doit être un peu plus tard. Non, ils vont en playoff plus tard. Hein. 2014 Non. Attends, bouge pas. Don't move, I tell you. 2013. 2013. Avec Nash, Dwight, Kobe, tu vas au Gasol. premier tour. Contre les Spurs, tu te fais sweeper. Ouais. Ça arrive. Ça arrive à des gens. Tout à fait. Ça arrive à des gens, mais bon, du coup, hop, retour en playoff, retour au top of the pop, et donc voilà pour le coup d'œil dans le rétro. Sauf si tu avais autre chose à ajouter sur ce coup d'œil du rétro. Non, c'est bien, je pense qu'on a tout dit. On a été très complet, donc du coup, on va enchaîner dans un bureau où il pleut les dollars verts. Tout à fait, Alex, t'es chaud? Exactement, ouais, le flouze, c'est parti. C'est parti, on va regarder tout de suite où est passé l'oseille. Où est passé l'oseille? Les Lebrons. Tout à fait. Les Davis. Et bientôt les ADs. Les ADs, tout à fait. Ou les Rich Sinon, Pauls. On peut appeler ça les dollars ou les Hollywoods. Les Rich Pauls aussi. Les Rich Pauls, tout à fait. Les Rich Pauls, de ouais. plus en plus des Rich Pauls et des Maverick Carters dans la popoche. Ouais. Vous le savez, dans cette section, on regarde les finances un peu de chaque franchise, les sous qui ont été dépensés, ceux qui doivent être dépensés vont être dépensés. La flex à venir, la flexibilité. Exactement, flexibilité, quelles sont les options? Et donc c'est parti, on met sa casquette du Dow Jones et de Wall Street. Alex, qu'est-ce qu'on pense des Lakers et de leurs finances?
Bah écoute, on en pense que c'est plutôt du bon boulot Ça de va, la part hein. de notre ami Rob Pelinka, qui a pris le relais de Magic Johnson là il y a un an à peu près, on va dire. Voilà. Dans Tu veux des dire après le dernier conditions, match de la saison? non mais dans des conditions et une ambiance absolument impeccable, rien à redire, tout allait bien. Pour ceux qui voient pas pour ceux qui voient pas parenthèse, l'ironie d'Alex, vous allez vous faire la preview des Lakers qu'on a fait en octobre. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as cette année, tu es en dessous du seuil de la luxury tax et dès la prochaine intersaison, tu as une vraie flexibilité. Oui. Mais cette flexibilité, attention, elle peut être trompeuse parce qu'elle est due au fait que t'as pas de joueur en fait. C'est ça. Donc c'est pas comme si t'avais des petits contrats, non, en fait t'as le gros contrat de Bonbon, 37 et quelques cette année, 39, puis il a une player option sur 2021-22 à plus de 40 millions. C'est ça. Tu as Anthony Davis qui prenait 27 cette année, qui a une player option à la prochaine intersaison. Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va la prendre pour être complètement agent libre l'été d'après, ou est-ce qu'il va décider de jouer l'agent libre dès cette intersaison-là? On verra. Toujours est-il qu'il peut peser 28, presque 29 millions dans le salary cap des Lakers la saison prochaine, mais même si c'était le cas, les Lakers auraient encore un peu de flex. Et il y a intérêt parce qu'en fait, à part Danny Green, Alex Caruso, le contrat rookie de Kuzma et suite Tucker, t'as personne sous contrat. Non. C'est-à-dire qu'en termes d'agent libre pur, t'as Markieff Morris, t'as Dwight Howard, t'as Jared Dudley, t'as John Waiters, bon je sais pas si on le compte mais bon bref, et après t'as plein de mecs avec des player options, des mecs qui décident de ce qu'ils veulent faire. Kentavius, Caldwell Pope, 8 millions et demi, il va les prendre ou il va pas les prendre? Avery Bradley 5 millions, McGee 4 millions, Rondo 2 millions 6. Non, c'est ça. Cousins, non, ils l'ont coupé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, Danny Green, lui, il a 15 millions la saison prochaine. Non, Donc, ça c'est bon, il a pris un bon contrat. t'as beaucoup de choses auxquelles Pelinka, en tant que manager, va devoir s'adapter. Tout à fait. C'est-à-dire que ça se trouve, Anthony Davis lui dit bah gros, bah non, je la prends pas ma player option. Donc là, tout de suite, branle-bas de combat, qu'est-ce qu'on fait? Combien on lui propose? Blablabla, dès cet été, tu vois. Tout à fait. Bon, je pense que la question combien on lui propose, ça il dit. Voilà, le MAX. Ouais, Le bah, MAX, ouais, c'est combien? y a Mais pas bien de sûr. débat. Mais non, il n'y a pas de débat, mais n'empêche Ouais. qu'il faut lui mettre le max dès cet été. Oui, tout à fait. Non, c'est clair qu'il y a des options qui sont intéressantes. On avait vu il y a un an le côté Hitman et un petit peu ce run qu'on avait vu avec Magic où il y avait du contrat signé à 1 an. Gardez tout le temps cette capacité des Lakers C'est un à peu pareil, pouvoir récupérer des gars juste pour 9 mois. Vous êtes expérimenté, vous pouvez vous intégrer dans l'effectif. Allez-y. C'est vrai que comme tu l'as mentionné là, on l'avait pas mis dans le coup dans le rétro, il y a eu Markieff Morris et Dion Waiters qui ont été intégrés à voir ce que ça peut donner, mais il est clair que les Lakers veulent avoir dans tous les cas cette base LeBron AD et avec Danny Green et voir si autour de ça tu peux soit améliorer ton effectif, soit repartir avec. Parce qu'il y a un des garçons notamment dont on n'a pas forcément parlé, on en a parlé un tout petit peu dans le coup rétro, mais ça va vite devenir une discussion, c'est Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, il est en fin de 3e saison pro, si je dis pas de bêtises. Il a été conservé plutôt que Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. Après, on peut revenir sur ce trade, mais c'est les faits, il a été conservé. Est-ce que les Lakers vont vouloir le garder, le prolonger? Il y a eu des rumeurs ici ou là de transfert pour essayer d'améliorer l'effectif. Je suis pas certain, je sais pas ce que tu en penses. Prolongé, j'y crois pas, pas cet été. Enfin, pas cette intersaison-là. Prolongé, là. T'attends la Ou suivante. alors ça qu'il y a sera la un restricted, tarot, quoi. ou alors ça sera un tarot genre discuté en bonne intelligence, lol, entre le clan Kuzma et le clan Pelinka, mais j'y crois pas du tout. Non, Donc, tout à fait. Non, tu vois, je veux dire, on sait jamais, ça se trouve, ils vont se mettre d'accord, genre, ok, t'es d'accord pour prendre 60 millions sur 4 ans? Bon, bah, allons-y. Mais je Wow. crois pas, moi, à ça. Non, moi non plus, pas avec l'utilisation qu'on a vue là cette année, c'est clair. Non. Donc, du coup, moi, je pense plus qu'ils vont pas lui faire de prolongation à la prochaine intersaison. Surtout qu'à mon avis, ils vont avoir des cas plus tendus à gérer contractuellement. Je sais pas, Kentavius Caldwell Pope, s'il veut pas de sa player option, qu'est-ce que tu fais? Tout à fait. Tu laisses pas Tout à fait. tu mets plus, tu mets pas plus. Quel genre d'offre il va avoir, ce joueur? Bien sûr, et d'ailleurs le test qui a été fait sur Dwight, c'est un test qui a bien marché sur 8 mois. Est-ce que Dwight tu as envie Howard, de qu'est-ce qu'il re-up? fait? On sait qu'il y a eu toute une discussion, et elle est encore en cours, hein. Moi je veux bien l'avis des fans des Lakers là-dessus, sur la rééducation de DeMarcus Cousins et la saison de Dwight Howard. C'est-à-dire que cet été, typiquement, les Lakers peuvent se retrouver dans une situation où ils disent, bon, on va pas non plus avoir une équipe avec que des 7-footers, hein. On est bien content de voir comment Dwight s'est intégré. On ne sait pas à quel niveau peut revenir DeMarcus Cousins. Non, il est coupé, Bastien. Non, Il mais est plus oui. en effectif. Oui, mais
les news des Lakers ces dernières semaines, Alex, c'est que les Lakers gardent contact avec DeMarcus. Ah oui, gardent contact, oui, d'accord. Non, mais ils gardent vraiment contact. C'est pas non plus comme s'il y avait eu de la promesse. Non, vraiment, je suis sérieux là-dessus. C'est des news qui viient notamment des insiders Los Angeles qui disent que, notamment DeMarcus Cousins, s'il doit être recontacté là cet été, c'est pour repartir sur le projet qui était initial, qui était le projet de l'avoir vraiment dans l'effectif. Donc il va y avoir une discussion des Marcus Cousins, Dwight Howard, qu'il y en ait un qui soit actuellement dans l'effectif ou qu'il y en ait un autre qui soit coupé. Et ça va faire partie des décisions des Lakers, forcément. D'accord. Ça peut être McGee aussi, hein. Et ça peut être McGee aussi, tout à fait. Mais donc il va y avoir, rien que sur ce poste 5 par exemple, des vraies interrogations. Ah bien sûr. De toute façon, il va y en avoir partout. C'est ça. Partout. Comme tu l'as dit, en termes de gars qui sont lock, on a donc sûr et certain LeBron, Danny Green, Caruso, Kyle Kuzma, si tant est que, Horton Tucker, le rookie. Ouais, t'es sous son deal. Et après, t'as de la player option. Je veux dire, il y a des mecs qui vont la prendre. Hein. Ça se trouve qu'Alwell Pope, il va pas se prendre la tête et dire, ok, mais moi, 8,5 millions, c'est bon. Tout à fait. C'est tellement d'incertitude. Davis, il va dire, moi, je prends 28 la saison prochaine, je continue le projet et on se donne encore un an. Vu la saison que c'est. C'est là qu'on peut se poser la question, parce qu'on aura un autre angle notamment et d'autres questions à se poser sur la question de la mort, sur le grand angle que vous connaissez. C'est sur le sujet Anthony Davis. Lui a été récupéré dans un transfert donc il y a à peu près un an, avec donc cette saison à jouer chez les Lakers, puis donc cette player option comme tu l'as mentionné. On n'arrête pas parler nous de ce que va représenter l'été 2021. Beaucoup de franchises qui veulent peut-être se positionner et essayer de récupérer du gros agent libre, Giannis, AD, etc. Mais il y a cette incertitude par rapport au marché actuel. Là, tu le mentionnes bien, il y a une option dans laquelle AD voit ce qui se passe et se dit non, en fait, la free agency, elle va être complètement bordélique. Ça va être quoi, le 15 septembre, le 14 octobre, je sais pas. Comment est-ce que je peux négocier ça ? Qui a du cap pour l'accueillir ? Qui a du cap ? Tout à fait. Et il dit, on va en parler, mais genre, enfin. Si tant est que ça ne lui convienne pas à Los Angeles, ok, très bien, d'accord, il y a des trucs et tout. Mais est-ce que le max, il peut l'avoir à Los Angeles ? Il peut l'avoir évidemment ailleurs. Mais ailleurs, lui, il faut un projet sportif, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je pense que lui, quand on prend le joueur intrinsèquement, tu sens qu'il a envie de rentrer dans le club de j'ai une bague. Sûr et certain, je pense que ça c'est clair. Par contre, par rapport à l'option que tu mentionnes, il a dit qu'il évaluerait toutes ces options. Tu sens qu'il veut rester aux Lakers, mais avec ce qui se passe là, moi je serais vraiment pas étonné qu'il prenne sa player option. Toi, tu penses qu'il va faire quoi ? Non. Moi, je dis que c'est tout à fait possible, compte tenu des circonstances. Je pense qu'il est trop tôt, malheureusement, au moment où on fait cette review, pour vraiment estimer cette situation, parce que un éventuel retour de la NBA ou une annulation totale de la saison peuvent jouer sur la décision d'Anthony Davis. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Et il prendra le temps de réfléchir, même s'il est avec la clique, parce que j'en vois dans les commentaires qui débarquent en disant que c'est la clique Rich Paul. Oui, tout à fait. Mais après, c'est chaque client. Il aura son max. Rich Paul, ce qu'il veut, c'est des max. Hein. Exactement. Il veut juste son bonus sur le contrat, le signing bonus, comme on dit. Et on a observé le scénario de la player option. Il peut y avoir un scénario aussi où les Lakers se disent on ne peut pas se permettre d'avoir la fin de carrière de LeBron sans avoir un des, on peut discuter, 5-10 meilleurs joueurs au monde avec AD. Donc, proposons-lui tout de suite un max. Ouais. Si AD, j'avance ça, pourquoi ? Parce que si les Lakers, par exemple, proposent un max et que AD dit finalement, je vais la refuser et je prends ma player option pour arriver l'été suivant, il faut aussi anticiper le potentiel shitstorm médiatique que ça représente. Parce que certains vont mal le prendre et se dire genre waouh, ça veut dire quoi, qu'il a un pied dehors en fait ? Oui, bien sûr. C'est vrai, il va falloir anticiper. Contractuellement parlant, tu as une vraie flexibilité, mais tu vas au-devant de pas mal de choix à faire, c'est évident. Et des choix qui vont pas être simples pour entourer LeBron, pour jouer la bague, c'est quoi tes role-players, c'est quoi le deuxième star à côté, enfin, plein de questions. C'est ça, plein de questions, mais en tout cas, par rapport à d'autres franchises en effet qu'on a fait précédemment, il y a une banque qui est assez bien gérée. Ouais, ça va. C'est assez ça propre, va pour l'instant. C'est assez propre de la part de. T'as pas de boulet, il n'y a pas de contrat boulet. Il n'y a pas de contrat boulet. Et justement, non, j'allais faire une transition, on va parler d'un boulet. Non, absolument pas. On va changer de bureau, Alex ? Ouais, on va changer de bureau, mais c'est pas le bureau du boulet pour le coup. Tout à fait. Non, on sort le hashtag, c'est parti, on va faire le point tactico-technique. Le point tactico-technique.
avec un gros H comme dans Expert, bien évidemment, et comme dans Dwight Howard, effectivement. Tout à fait. Ouais, et Horton Tucker aussi. Horton Tucker, effectivement. Exactement. Ouais. Vous le savez, dans le point tactico-technique, c'est simple. On sort la plaquette, on va chez Frank Vogel et Jason Kidd et Lionel Hollins, si je dis pas de bêtises, et on va parler un petit peu de stratégie et de voir ce qui a été présenté. On en parlait un petit peu dans le coup d'œil du rétro. Plein de choses hyper intéressantes dont on peut discuter sur le jeu des Lakers cette saison quand même. Ouais, déjà ce qui est intéressant, c'est le choix qui a été fait dès le début de saison par Frank Vogel et qui a été celui de toute la saison du coup, qu'a tenu. C'est le choix de ne pas mettre de vrai poste 1 sur le terrain, en titulaire, je veux dire. Ça a été, c'est ça, c'est LeBron qui a pris les responsabilités. C'est-à-dire qu'il a fait jouer deux arrières, genre on va dire Avery Bradley et Kentavious par exemple, ou Avery Bradley et Danny Green par exemple. LeBron, sur le papier, s'est plutôt retrouvé à l'aile, poste 3, et avec deux intérieurs, Anthony Davis et McGee par exemple. Puis après Anthony Davis et Dwight Howard, et puis après il y a du Kyle Kuzma qui est rentré en jeu, qui est un forward, un 3-4, Kyle Kuzma un peu moins intérieur, mais ça reste un joueur assez grand. Donc ça c'était un vrai pari de Frank Vogel, en gros de foutre la balle dans les mains de LeBron, avec défensivement des mecs comme Bradley et Caldwell Pope et Danny Green qui sont vraiment capables de faire passer un très très mauvais moment à n'importe quel type d'arrière adverse. Tu vois ? Sûr. C'est assez intéressant de voir comment Caldwell Pope et Danny Green ont été capables de aussi bien faire chier des meneurs que des ailiers. Vachement intéressant, tu vois, leur polyvalence et tout. Le boulot d'Avery Bradley, on connaît Avery Bradley, il a ce petit côté pitbull là, un peu qui lâche rien seul et tout. Moi j'ai trouvé pas mal. LeBron, balle en main, qui s'occupe de toute l'attaque. Les Bradley, les Green, les Caldwell Pope en attaque se retrouvent en mode catch and shoot, corner, spacing, en gros. Complètement. Et la très bonne utilisation offensive, moi j'ai trouvé en tout cas d'Anthony Davis. Ouais, c'était bien. Il a été assez bien mis en avant quand il était présent. En fait, c'est au sein des matchs même. Ça qui était assez intéressant de la part des Lakers, c'est moi qui m'a assez séduit et bluffé de la part de Frank Vogel, c'est cette adaptation in-game. Parce qu'on a des coachs qui sont capables de s'adapter de match en match, mais il faut être aussi capable de s'adapter au sein même du match et donc de dire « Ah, là, il faut juste qu'on se pose un peu, qu'on prenne un temps mort et qu'on réfléchisse parce que là, on va vraiment bombarder sur le fait que AD, il faut le mettre en avant, on y va. Là, LeBron, on a besoin d'un coup d'accélérateur, let's go. Est-ce qu'on peut passer de plus 4 à plus 15 ? Les gars, on y va, on va changer de line-up et on va faire en sorte que ce soit ça. » Ça, c'était pas mal. Alors, tiens, ça joue un peu, ça joue pas bien grand en face. Allez, on va servir Anthony Davis au poste. Exactement. Tu vois, parce que mine de rien, les Lakers avaient ce côté un peu, pas forcément envie de trop courir. Enfin, tu vois, pas envie d'être une équipe qui fait que galoper comme d'autres équipes ont pu le faire cette saison. Ils ont une pace assez raisonnable, ils sont 11e, là, j'ai les chiffres sous les yeux. Non, ça n'a pas été très rapide. Mais c'est pas hyper rapide, mais c'est pas non plus si lent que ça. Non, ça va. Et moi, j'ai trouvé vraiment sur demi-terrain, ils ont été capables de proposer des choses très chiantes à défendre. Anthony Davis au poste bas, c'est con, mais c'est très très chiant à défendre. LeBron, pour repérer les mismatchs, ça va, il est quand même pas dégueu. Le pick and roll entre ces deux-là est pas mal. Il y a encore du boulot, mais déjà il y a... C'est plus que pas mal quand même. Pour une première saison, non mais quand je dis pas mal, à l'échelle de ces deux joueurs-là, évidemment que c'est un pick and roll hyper dur à défendre, et qu'il est ultra chiant. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils peuvent encore faire beaucoup mieux avec encore un peu de temps et du travail, quoi, ensemble. Ouais, tout à fait. Il va leur falloir encore un peu de temps pour bosser ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, juste dans le rétro, je crois. C'est pour suivre un petit peu ce que tu disais là. Beaucoup d'attaques intelligentes en fait. Très peu d'attaques gâchées. Même si tu es sur un tempo un peu plus lent, vraiment prendre l'horloge pour savoir quelle va être la meilleure option. Et c'est pas grave si le shoot ne rentre pas. En tout cas, on va utiliser toutes nos possessions pour être vraiment efficace. Punir à l'intérieur, c'est aussi pour ça que les Lakers ont ce pourcentage-là au shoot, ils sont les numéros 1 de la ligue. C'est qu'à 3 points, ils en prennent pas non plus des masses, ils ont été milieu de tableau, ils ont eu un pourcentage correct, autour des 35-36%, mais ils n'ont pas non plus pris des wagons de shoot à 3 points. Par contre, c'est vraiment le jeu intelligent de AD, de LeBron, bonne reconnaissance de Vogel et aussi des gars, comme tu l'as dit, de Rondo, de Danny Green, des joueurs qui ne sont pas là pour faire du gâchis sur le terrain. Non, ils connaissent leur taf et ils connaissent les qualités des mecs qui sont à leur côté. Et pas que LeBron, Anthony Davis aussi.
Rondo aussi, comme tu l'as très bien dit, mais c'est vrai moi je trouve que les Caldwell Pope, Green, Avery Bradley ont vraiment montré de belles choses à ce niveau-là. Ouais. Au-delà de leur qualité intrinsèque de joueurs, un peu en mode c'est tous des 3&D, quoi, on va dire ces mecs-là, quoi. Ouais. En plus, j'ai trouvé que voilà, ça lâche la balle au bon moment, ça joue sur le mec chaud. Ouais. Non, tactiquement parlant, en attaque, c'était vraiment très intéressant ces Lakers. Et puis défensivement, moi j'ai vu des phases de jeu où je me suis dit oh là là là, il y a faire attaquer. Pas grand chose à dire. Hein. Et sur plusieurs 5, je veux dire, ils ont plusieurs 5, ils ont le 5 majeur là que j'ai décrit là. Avery Bradley, c'est Green ou c'est Danny non, c'est Danny Green. Danny Green, il a joué tous les matchs de la saison. LeBron, AD, McGee, compliqué à attaquer. Mais si tu me mets Dwight Howard à la place de McGee, je crois pas que tu gagnes tellement à attaquer dessus. Si tu me sors Green ou Bradley et que tu mets KCP, franchement KCP, il a montré que il était là, quoi. Hein, Non, mais c'est un très bon défenseur. Voilà. Donc du coup, en fait, Kuzma, peut-être, un peu moins fort en défense, mais il a proposé quelques petits efforts pas inintéressants. Donc non, ils ont souvent sur le terrain minimum 4 de leurs 5 joueurs qui sont très sérieux défensivement. Et qu'ils le sont tous les soirs. Les Lakers ont été sérieux au quotidien, et ça c'est aussi la marque des bons coachs, hein, c'est ceux qui maintiennent leur équipe sérieuse. Alors évidemment quand tu ouvres la porte de ton vestiaire et qu'il y a LeBron, tu sais aussi que ton groupe va être au taquet normalement, parce que c'est aussi ce qui se passe quand tu as des joueurs qui sont expérimentés, parce que la dernière LeBron était dans le vestiaire et c'était pas la même. Mais quand tu as des gars qui ont un peu plus de 30 ans et qui ont bourlingué dans la ligue, tu sais que les mecs sont là pour le business, quoi. Oui, et puis c'est toute l'intelligence de ce duo là, Vogel-LeBron pour le coup. Vogel, tu sens que il a tout de suite fait le choix de pas foutre de poste 1, de dire attends, Bonbon, moi je veux que ce soit toi qui as la balle en main, ok. Et après derrière, tout de suite l'intelligence aussi de Bonbon qui sait que peut-être le scoreur le plus inarrêtable de l'équipe, c'est pas lui, c'est Anthony Davis, et donc il le nourrit au poste, mais de ouf. Bien sûr. Il a raison. La seule chose, peut-être en effet, c'est cette utilisation de Kuzma. On s'était posé, nous, la question. Ouais, ça n'était pas simple. On s'était posé la question en début de saison de savoir comment faire, et Vogel nous a vraiment séduit en prenant la décision qui, nous, en tout cas, nous semblait tout à fait la plus pertinente en sortie de banc. Ça n'a pas été facile pour lui, hein, à se teindre les cheveux en blond, à faire ses trucs à droite à gauche. Pas forcément la saison la plus efficace qui était attendue de sa part. Hein. Les pourcentages sont assez désastreux, et même son niveau d'impact général. Il l'a été sur certains soirs, il l'a été parce qu'il a un talent offensif qui est réel, mais au global, la saison de Kuzma n'est pas un des points positifs à mettre sur le board de Vogel. Moi j'avoue que après il est peut-être pas dans les plans, quoi, tout simplement. D'un point de vue tactique, je crois qu'il c'est pas, je sais pas s'il est pour moi il peut pas être dans les plans parce que c'est compliqué pour lui. Il a du talent, hein. Après je sais pas quel est vraiment son plafond et tout, mais c'est un bon basketteur solide qui a besoin de minutes pour exprimer au moins son talent offensif. Et le problème là chez ces Lakers là, c'est qu'il est hybride il est hybride derrière LeBron James, Anthony Davis, tu vois. Non, tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il aurait pu être peut-être la seule chose, mais malheureusement il n'est pas assez bon dans ce domaine, mais c'est peut-être le seul sujet qu'on avait à revoir cette saison avec les Lakers et qui nous a mené à regarder vraiment les news en janvier, en février. C'était un autre ball handler, un autre joueur que LeBron dans le jeu qui soit capable de faire ça. Et ce n'est pas Kuzma, mais c'était un des seuls sujets qu'on pouvait revoir, c'est-à-dire un peu trop parfois de dépendance de LeBron en ball handling. Et donc Kuzma, si tu ne peux pas lui filer la balle et qu'il doit obligé de jouer au poste ou en isolation, c'est compliqué. Et puis tu vois, comme ça, en forward un peu à foutre derrière LeBron James, Anthony Davis, quand les Lakers ont récupéré Markieff Morris, moi je me suis dit ça c'est bien, tu vois. Ouais, voilà. Alors que Kuz, c'est Morris, pas tout à fait la même, quoi. Plus sans ballon, plus au poste, plus dans la pace qu'aime bien. Capable de mieux défendre aussi, hein, tout simplement. Exactement, je le vois bien ou à côté d'un Anthony Davis ou à côté d'un Bonbon en fonction des configurations que tu as, tu vois. Pas de problème. Kuzma, j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de mal à côté des deux. Tu sais, à un moment, on disait le front de courte, Kuzma, LeBron, Anthony Davis, ça peut être pas mal. Moi, c'est pas un spot-up shooter, Kuzma. Hein, puis le meilleur front de courte, et puis le meilleur front de courte finalement des Lakers, je trouve, c'est LeBron, Anthony Davis plus pivot.
Ah oui, bah, ça de toute façon, c'est Le truc meilleur, un peu enfin, c'est le qui meilleur a l'air pour un tout le peu monde. Hein. anachronique aujourd'hui, où on aurait tendance à dire dans la NBA d'aujourd'hui, Anthony Davis c'est un poste 5 et LeBron c'est un 4, ça se défend. Hein. Mais eux, ils ont montré qu'avec un Howard ou un Non. McGee, qu'est-ce qu'ils sont chiants à jouer. Oh Non, là bien là sûr. là Pour, là. Pour Kuzma, tu as, voilà, au moins on a eu la confirmation que c'est un joueur qui a besoin du ballon pour vivre, très clairement, et que dans une équipe comme ça où tu as deux des 10 meilleurs joueurs au monde, bah, ça va être compliqué d'avoir le cuir. Donc, Sur son poste. Enfin, voilà. sur les postes qui peut potentiellement briguer. Ouais, bien Tu vois, sûr, Kuzma, bien ça sûr. serait un combo guard. Avec Pourquoi le pas, même ouais, profil tout à de fait. jeu, il aurait certainement plus de temps de jeu naturellement, sûr. tu vois. Mais malheureusement, c'était trop Ah. compliqué pour lui. Dans tous les cas, la saison globale de Frank Vogel est bonne. Tellement bonne qu'on a très très peu ressorti de punchline sur Jason Kidd ou sur Lionel Hollins pour savoir ce qui allait se passer. Frank Vogel a enchaîné les bons résultats, les bonnes perfs. Et donc, du coup, pas trop de drama à Hollywood. Ça faisait 10 ans qu'on voyait tout le temps en front les Byron Scott, les Mike D'Antoni, tous les coachs qui se sont succédés pour essayer de gérer ça, les Luke Walton. Là, Frank Vogel a été très justement dans l'ombre de LeBron et AD en faisant son taf de coach et c'était exactement ce qu'il leur fallait. Ouais, et puis Vraiment on très voit bien. bien qu'il a réussi à instaurer l'identité défensive, et du coup cette identité défensive est une base incroyable C'est pour ça. travailler et gagner des matchs. Gagner des matchs, si possible, à gagner le titre, mais malheureusement, on ne sait pas pour cette saison. Et justement, je crois qu'on va se poser une grosse question. Allez, the question of the death. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la... La pregunta de la muerte, comme on dit à Los Angeles. Nous sommes au Staples Center. Exactement. Et on va se poser une grosse question. Comme vous le savez, pour chaque franchise dans cette section, on essaie de voir les interrogations différentes devant lesquelles on peut se poser. Et là, on était assez d'accord avec Alex et on va en discuter de ça. Et quand on a fait toutes les reviews des franchises, on s'est dit, bon, pour chaque franchise, en quoi la suspension de cette saison fait mal, à quel degré elle fait mal? Est-ce que les Lakers ne sont pas l'équipe qui souffre le plus de cette suspension de la saison 2019-2020? Franchement, à part l'équipe en vert dont on doit encore faire la review, je pense que clairement, Non, on a déjà fait je le vois selfie, personne. qu'est-ce que tu racontes? Je vois personne qui souffre plus de cette suspension pour plusieurs raisons. La première évidente, c'est que LeBron en a parlé d'ailleurs, et il doit pas être le seul dans ce cas-là, mais LeBron il a clairement expliqué genre non en fait moi ça m'arrange pas du tout que le rythme se casse, j'étais dans un bon rythme, nous sommes des athlètes de haut niveau, on a besoin d'être en rythme, on a besoin de trouver un équilibre dans la gestion de notre corps et de faire gaffe aux blessures et patati et patata. Donc clairement il a expliqué que la suspension ça l'arrangeait pas parce que si jamais il y avait reprise, il fallait remettre en route. Tout à fait. Et garder une bonne condition physique, c'est quelque chose de différent de se mettre en route pour de la compétition de haut niveau. Ah ouais, deux choses différentes. Pour les playoffs en plus. Hein. Et après, il y a compétition de haut niveau et après, il y a les playoffs en plus. Donc, c'est genre le top du top. Cette équipe qui était dans une très belle saison, qui était dans un bon rythme, qui n'avait pas, tu vois, genre, ça gère, quoi. Il y a la santé d'Anthony Davis, mais Anthony Davis, je veux dire, il est questionable depuis qu'il est né, de toute façon. Donc, voilà. LeBron était quand même physiquement assez incroyable, il faut le reconnaître. Donc je sais pas comment il aurait été géré dans le cours en mars, mais on peut miser sur le fait qu'il serait arrivé en play-off avec une condition physique optimale ou quasi, comme Anthony Davis. Hein. S'il tentait qu'Anthony Davis, faut voir quel est le niveau de condition optimale pour Anthony Davis. Après, les Caldwell Pope, les Bradley, les Green, ça, ils étaient là, ils savent se gérer. Donc ils étaient tous dans un rythme où on voyait bien les Lakers débarquer à la mi-avril. Et qu'on soit tous là, genre putain, ils sont tous là, avec leur expérience de malade et le duo Anthony Davis, LeBron James, bah ouais, ils sont favoris quoi. Bien sûr, tout ça en plus dans une saison qui n'est pas, comme on l'a dit, comme les autres. Hein. On sait ce qui s'est passé aussi. Il y avait un vrai, il y avait motivation, le surplus. Il y avait un vrai élan collectif. Il y avait un élan collectif de vouloir faire les choses aussi. Je veux dire, la semaine qui a suivi ce qui s'est passé fin janvier, combien de fois on s'est retrouvé, que ce soit nous. Chez Léon ou sur les réseaux sociaux avec d'autres gens et à se dire oh putain tu la vois là l'image du titre des Lakers là avec LeBron là qui a le trophée dans une main et qui fait des trucs et la mission elle était écrite, ça veut pas dire qu'elle est terminée mais tu as cet élément là à prendre en compte. Et puis moi j'avoue perso ce qui me frustre peut-être le plus, je suis pas fan des Lakers tu vois, mais par contre il y a un truc qui est indéniable, c'est on nous enlève 4 mois de LeBron, et LeBron, on est entré dans une partie de sa carrière où
Il arrive à peine. C'est pas dans son chaque prime, mois quoi. contre, mais bon, on commence, non mais je veux dire, on commence à arriver gentiment. Bon, Non, mais c'est son bien dernier sûr. virage, donc son dernier virage, il dure 6 ans. Bien sûr, bien Mais, sûr, bien sûr. Non, Non, mais je bien veux dire, sûr. son dernier virage, il va durer jusqu'en 2030. Non, mais au moins non, mais que bien juste sûr. qu'on fasse semblant de savoir que chaque mois compte, quoi. Non, mais c'est évident que sportivement parlant, enlever du LeBron maintenant, même Anthony Davis, tu vois, c'est pas du tout la même catégorie que LeBron, Ouais, mais même mais Anthony LeBron Davis. quand même, quoi. Là, LeBron, tu vois, tu veux dire 34, 35 piges. Non, mais bien sûr, mais même Anthony Davis qui est beaucoup plus jeune, mais combien de fois il sera dans un collectif qui marche aussi bien avec un mec aussi fort à côté tout à de lui? fait, Combien de tout à fois ça fait. va lui arriver dans sa carrière, ça? Bien sûr, tout à fait, mais il peut Ouais, je revenir veux dans pas 2-3 ans, 4, 5, 6, 7, etc. Alors qu'en fait, quand on a un des meilleurs joueurs de l'histoire sous nos yeux et qu'on se dit genre, wow, en fait là, on peut avoir ce qui est arrivé quasi jamais dans l'histoire de la NBA, on Ah, t'enlève oui. une saison, ça fout un somme incroyable. Enfin, je veux dire, c'était dans les Somme. années 90 et que tu disais genre, wow, on est en Bien 97 et on nous enlève 4 mois de Jordan, genre Non, tout le mais monde bien explose, sûr. tu vois. Non, mais bien sûr, ça c'est horrible pour à gérer et mentalement aussi. Donc c'est vraiment pour moi sportivement parlant, en termes de compétition, les Lakers sont les immenses perdants de cette suspension, clairement. Et en plus, Si la NBA ne revient pas. oui, même si elle revient, faudra se remettre en route. Est-ce qu'ils seront Ouais. aussi bien en rythme que ce qu'ils l'étaient au moment où ça s'est suspendu? Ils ont quand même beaucoup de vieux et tout. Alors après, ils ont l'expérience, c'est l'avantage. C'est ça, c'est que tu C'est redémarres demain, tu fais bon les gars. Ils ont cette expérience, ils ont cette mentalité quand même. Ils ont beaucoup de bosseurs, mine de rien, dans l'équipe. Tu vois, des mecs qui vont prendre ça au sérieux. Ils ont un vrai leader en LeBron. Ils ont un coach qui a une identité assez claire. Donc les mecs vont se remettre à essayer de jouer pareil. Est-ce qu'ils vont y arriver? Mais au moins, tu vois, genre défense dure et puis bah là, LeBron en attaque avec Anthony Davis qu'on gave. Bon, voilà, leur tactique, elle est assez claire, tu vois, aux Lakers. Donc ça, à ce niveau-là, si ça reprend, ils sont pas les plus à plaindre à ce niveau-là. Par contre, athlétiquement, il faudra quand même se remettre en route. Oui. Ensuite, si ça reprend pas, pour moi, ils sont les gros perdants. Ah bah c'est ça, moi c'est le scénario cataclysmique, c'est celui où vraiment la saison ne reprend Ouais, pas et il du est quand tout même probable, parce que tout à fait, et il existe vraiment parce que tu peux avoir dans l'histoire de la NBA 2017, 2018 Warriors, 2018, 2019 Raptors et 2019-2020 point d'interrogation, et en fait en l'état évidemment qu'il pouvait y avoir un titre pour les Bucks, évidemment qu'il y avait de la concurrence Ouais, avec les Clippers, Clippers, avec d'autres équipes qu'on a pu mentionner, évidemment, mais Les on ne Knicks. pouvait pas nier le fait que les Lakers étaient là, comme on l'a dit, dans un bon rythme, avec 2 des 10 meilleurs joueurs au monde, pas de problème trop de santé, et une confiance collective qui, je crois, vraiment avait... Ils ont, on a vécu ces matchs là face aux Bucks, face aux Non, Clippers, mais face aux Sixers. Tu sont sentais là, qu'il y ils avait sont Ils sont là. tu sentais qu'il y avait une montée vraiment en température Il y au avait niveau une déterre, de, je suis d'accord. au niveau du groupe. Et en plus, si jamais ça doit pas reprendre, là, il y a la double peine qui va arriver. C'est-à-dire que non seulement tu auras de la frustration sur le point de vue sportif, compétition, mais en plus, tu vas enchaîner direct avec tout ce qu'on était en train de décrire La là, free quand on agency. parlait de pognon, qui est que tu vas enchaîner direct avec un méli-mélo Tu de fais comment contractuels à gérer qui va pas être si simple. Ouais, bien sûr, tu fais comment? Là, le petit avantage que je vois quand même, c'est que pour moi, si c'est annulé, saison annulée, qu'on repart direct sur exercice 2020-21, je vois pas Eddie se barrer. Non. Je vois tout Eddie à fait. prendre son option et dire ok, tu sais quoi, attends, non. Ça serait, après, je sais pas comment il va gérer son image, mais en termes d'image, il n'y a pas photo pour lui, c'est mieux de faire ça. Ensuite, ça va, Eddie, il a 27, il aura son max, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sauf s'il se blesse, mais comme il est tout le temps blessé, de toute façon. Non, oui, enfin, tout le temps, il est souvent blessé. Mais Quand est-ce qu'il a été à 100% la dernière fois, Anthony Davis? Non, mais tu vois, c'est il a terrible, montré quoi. après, c'est Non, mais je tout, parle, tout au long d'une saison de jouer 80 matchs, ça c'est pas possible. Après, on sait qu'il est un peu fragile, mais par rapport Un peu à. fragile, enfin, Non, il est tout le temps blessé, quoi. Il est pas tout le temps blessé, Alex. Quand je il dis est tout pas le temps tout le temps blessé, blessé, tu quand vois. je veux dire tout le temps blessé, je veux dire il est très souvent genre à un petit soreness au genou, un petit truc au dos, et l'épaule, et le poignet, et le doigt, et le machin, tu vois, genre Oui, il joue, bon. il envoie de la Il joue, perf, il envoie de la stat, c'est pas le problème, mais t'as cette sensation de Moi, je trouve y a qu'il a toujours bien un petit bobo. Ouais, mais je trouve qu'il a assez bien serré les dents, par exemple, cette saison, par rapport à précédemment. Depuis le début de sa carrière même. Ouais, mais là, surtout cette saison, tu vois, il y aurait eu plus de possibilités de se reposer. Il joue 55 matchs. Enfin, bref, sur le dossier, Eddie, on peut en parler pendant des heures sur le dossier médical. Moi, surtout, là, ce qui m'importe,
Si tout s'était bien passé, où la saison elle continue, il n'y a pas cette suspension, etc. Les Lakers vont loin, tu vois, tu peux aller potentiellement remporter le titre, ou aller en finale NBA, ou voir ce que ça donne. Pour moi, à ce moment-là, il existe un scénario dans lequel les Lakers avaient remporté le titre, et dans la foulée, on sait comment ça se passe. Vas-y, on a remporté le titre, champagne, extension de 4 ans, let's go, il n'y a pas de discussion. Eddie, tu lâches ta player option, et on y retourne. On reprend 4 ans. Le fait qu'il y ait cette suspension, qu'il y ait cet inconnu, redonne de la pertinence à la player option. Qui n'était pas forcément là. Je veux dire, ça n'a pas été un... Vous me dites si je dis des conneries, hein, et tu me dis ce que t'en penses, Alex, mais moi, tout au long de la saison, le sujet, ça n'a pas été de savoir si AD allait forcément prendre sa player option ou pas. Il y avait beaucoup plus de probabilité que les Lakers proposent en fin de saison un gros contrat et que AD puisse prolonger. Oui. Et là, ça devient chaud, quoi, avec cette suspension. Si la NBA revient pas, t'es AD, t'es genre... Bon, bah, si l'année suivante, je sais pas, il se passe une galère, comme tu en as parlé dans une autre review, genre il y a un joueur qui se blesse, c'est une saison galère, t'es pas du tout dans le même rythme que la précédente. AD peut se poser des questions et se dire wow, il y a un vrai kilométrage sur LeBron, en fait, je veux bien aller ailleurs. Ouais, il peut se poser cette question-là. Non, mais tout à fait. Donc, son cas va être très important à gérer. Extrêmement stressant pour le management des Lakers qui a bien évidemment envie de le prolonger et qui a déjà fait une petite proposition de prolongation qui a été gentiment refusée, mais on a tous compris pourquoi. Hein. Bien sûr. Il y a un petit peu plus d'argent à aller chercher plus loin et tout. Enfin bref. Bien Donc sûr. ça, c'est des histoires de négociations contractuelles. Et en plus de la prolongation éventuelle ou de la player option d'Anthony Davis, tu vas avoir également, si ça part direct en saison 2020-21, toute une kyrielle de contrats à gérer. Bah ouais. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quoi, si Caldwell Pope dit « 8 millions et demi, bof, je vais pas prendre ma player option », qu'est-ce que tu fais ? Tu laisses partir vraiment ? Tu lui proposes combien ? Tu vas pas les payer tellement plus cher, tu vois ? Le truc, c'est sûr que c'est compliqué. Après, la réalité est la suivante. Entre le tampon Lakers, la ville de Los Angeles, LeBron James, Anthony Davis et de la flexibilité, puisqu'il y a des joueurs qui ne resteraient pas, il y a combien de mecs qui vont toquer à ta porte, quoi. Ils sont capables de construire une équipe, genre c'est une dinguerie. Oui, mais donc, d'accord, mais donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu rechanges les joueurs. Alors que moi, je pense que ce qui arrangerait les Lakers quand même là, c'est de garder ce noyau à une ou deux pièces près que tu essayes de modifier. D'accord. Par exemple, peut-être Kuzma va se barrer dans un trade et peut-être que pendant ce temps-là, Markieff Morris va se faire proposer un contrat un peu sérieux et tu vois, genre, tu vas bricoler comme ça. Bien tu vois, sûr. peut-être que Dwight Howard, tu le gardes pas finalement parce que justement, comme tu disais, des Marcus Cousins, ce genre d'ajustement. Mais ton noyau là qui te plaît bien là, avec du Caldwell Pope, du Avery Bradley, t'as envie de le garder en fait. Ouais, je pose une question parce que ça me traverse l'esprit. Est-ce que si c'est ce qui s'est passé notamment là avec en cours de saison etc. et qui a resserré le groupe peut aussi aider dans ce sens, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'un groupe qui a vraiment vécu un truc puissant comme ça se dise bon, on y retourne, quoi. Si ça reprend pas et que Anthony Davis dit non mais attendez, ok, ça a pas repris, on est tous dégoûtés et tout, mais genre moi j'ai parlé un peu avec Bronbron et genre je reste et genre limite il prend une prolongue, tu vois, ils arrivent à le convaincre de prendre sa prolongue, on sait jamais, hein, c'est possible, hein. Tu sais, ils ont des arguments, hein. Peut-être une prolongue de un 2+1, tu sais, un petit 2+1 là, ou un truc comme ça, pas obligé de prendre le truc sur 5 ans direct, hein. Un petit 2+1, je pense que derrière ça suit, les dominos tombent tout seuls. Ouais, que derrière, si t'as Davis qui dit ça avec Bronbron qui fait non mais attendez les gars, genre, ce qu'on n'a pas réussi à faire là, on va le faire l'année prochaine. Je vois pas comment Caldwell Pope, McGee ou Avery Bradley ils vont commencer à faire. Non, tout à fait. C'est sans moi, les gars. Tu vois, non, ça c'est clair. Clair. Donc, ça voilà. Par contre, si, comme tu le disais tout à l'heure, Anthony Davis, ça commence à hésiter, gna 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 et tout, tu sais que ça peut vite. Ça peut vite, tout à fait. C'est pour ça que certains, ça va être assez fascinant de suivre ça cet été. Dites-nous, il a du stress là. Comment ? Pelinka, il a du stress là. Pelinka a du stress, LeBron il y a du stress aussi parce que l'autre il veut aller chercher ses bagouses et quand on lui enlève des saisons et que l'incertitude autour de ses futurs coéquipiers t'es genre bon les gars c'est quelle solidité de projet là, il faut qu'on y retourne là vraiment. C'est chaud, il faut vraiment s'y remettre. Donc moi je veux bien l'avis des Lakers évidemment, dites-nous ce que vous en pensez et même des gens qui observent ça d'assez loin. C'est sur ce titre hein, qui est un peu difficile hein, à accepter mais qui est celui de quelles sont les équipes qui souffrent le plus de cette suspension. C'est vrai que Alex, nous si on devait un petit peu acter, c'est numéro 1 Lakers. Oh ouais, je pense, ouais.
J'avoue que je les mets devant Milwaukee. Ah ouais, moi aussi. Ouais. On va en parler de Milwaukee. Mais... On va en parler, mais c'est vrai qu'ils doivent pas être contents non plus. Ils doivent être un peu verts, comme on dit. Oh, à mon avis, ils doivent être un peu vert foncé. Ouais. Dans tous les cas, voilà pour la question de la mort. Nous, on va devoir enchaîner, Alex. On a un trophée à décerner. Ouais, The Gerrard, il y a du monde. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or, le Gerrard d'or. Yes sir. Alex, pas-tu le time? Ah là 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 là. Pop. T'avais une mission. Tu sais que c'est pas bon pour l'avenir des Lakers, ça? T'avais une mission. C'était de réussir le backflip. Il est loupé. Quel dommage. Malheureusement. Oh là là, regarde, on sent le fan des Suns qui est bien content. Vous êtes dans la section du Gerrard d'or. Vous le savez, c'est le trophée du peuple qu'on décerne à chaque franchise. Il y a un joueur qu'on a adoré regarder. Et il y a un joueur qu'on va suivre de très près. Alex, qui est ton Gerrard chez les Lakers? Monsieur Dwight Howard. T'es bien. Monsieur Dwight Howard, parce que je dois admettre que quand il a signé aux Lakers et qu'on a appris un peu comment ça s'était passé en mode les Lakers lui ont fait aucune condition facile, lui il a dit attendez mais si ça se passe mal, genre je crois qu'il y avait des histoires contractuelles de parties non garanties ou je sais pas quoi là. C'était non garanti. C'était s'il se fait botter le cul, c'est botter le cul, au revoir. Voilà. J'étais un peu en mode ok, Dwight il accepte un truc comme ça, bon il doit être motivé quoi. Ensuite, on l'a vu débarquer camp d'entraînement et début de saison en mode 10 kilos de moins. Hein? Enfin, on a vu un Dwight Howard débarquer. C'est un garçon sérieux. Hein? Il y a du muscle à serrer, comme on dit. Mais j'ai trouvé bien fit, quoi. Bien fit le Dwight. Et ça s'est vu sur le terrain, quoi. Je veux dire, quand Maggie sort, le Dwight est remplaçant en gros, et que Dwight rentre, bah, y a du contre qui se balade, ça rigole pas au rebond, ça roule sur les pics, ça claque des gros dunks, tu vois, genre, présence défensive, mobilité, belle mobilité. Je crois que c'est le match à San Antonio, il avait fait. Il a 34 ou 35 piges, hein, l'autre. Hein. Ouais. Donc, non, c'est mon Gerrard cette saison de cette review, parce que vraiment, je trouve qu'il a un vrai côté Factor X dans la raquette. Je trouve qu'il a permis aux Lakers de tout le temps avoir une rotation avec un grand qui aide beaucoup Anthony Davis et se tape les mains dans le cambouis pour éviter à Anthony Davis de faire trop de fautes sur des intérieurs dominants ou des choses comme ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le taf de Dwight Howard. À chaque fois qu'il y avait un gros intérieur en face, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien McGee. Mais tu vois, j'ai préféré la qualité de Dwight Howard défensive. La qualité sur l'homme. Il a 2-3 trophées, hein. Il a 2-3 trophées dans l'armoire. La qualité sur l'homme, plus son intelligence dans les rotations, tu sais que ça fait un bien, un bien fou, en fait, ça, dans une défense. Donc là, vraiment, puis là, il sait diriger une défense aussi. Enfin bref, beaucoup de choses qu'on avait un peu zappées de Dwight Howard parce que ces derniers temps, là, c'est vrai que il a vécu des saisons un peu complicado, on va dire. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand il a été responsable aussi. Les Wizards, bien sûr. Ah, je dis pas que c'est pas de sa faute. Hein. Je dis juste qu'à un moment donné, quand t'es un triple meilleur défenseur de l'année, ex-candidat MVP, mais qu'en fait les Hornets ou les Wizards ils veulent pas de toi, c'est que t'as merdé quelque part, tu vois. Et là, il revient aux Lakers, il se rachète sérieusement. Je pense qu'il fait partie des mecs pour la saison prochaine où les Lakers vont faire attends, Dwight. On remet ça, comment ça se passe, tu vois, genre tu veux un peu plus, tu vois, genre c'est parti quoi. Pour moi, il est vraiment en train de, il a bien réussi son espèce d'évolution, tu vois, vers le banc. Tout à fait, c'était l'objectif, hein, c'était de voir s'il pouvait nous faire, comme on l'a mentionné tout à l'heure, par rapport à Derrick Rose, un espèce de rachat public, de montrer ce qu'il peut. De toute façon, c'est simple, hein, on peut encore en débattre pendant des heures et des heures, mais quand tu intègres un futur Hall of Famer dans ta raquette, ça peut bien faire sûr. quelque chose. Bien sûr, et puis les matchs où il est en forme, là, tout de suite, là, c'est Anthony Davis, Spurs, Dwight Howard, si tu veux. Ouais, c'est Anthony Spurs, Davis, Dwight Howard, fait... tout de suite, les rebonds, t'en vois pas, tu vas attaquer le cercle, oh là 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 là, tu vois, genre, bon... Non, c'est clair. C'est à San Antonio que Dwight, il a fait un match, je crois, genre 14 points, 13 rebonds à 100% au shoot, et j'étais là, genre, ok, bon, en fait, on est en 2011, quoi, c'est relou. Ouais, c'est relou. C'est hyper relou. C'est clair que Dwight a été hyper intéressant à voir. Et tu l'as dit sur le terrain et dans l'attitude. Donc du coup, pas de bêtises, pas de déclarations foireuses, pas de... Non. Du jeu, de la dureté, de la détermination. C'est bien. Super. Très bonne saison. Tip top. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Eh bien, écoute, moi, je pars sur Monsieur Alex Caruso. Évidemment, le Caruso, qui a été limite le presque All-Star.
Alors le quasi All-Star, mais ça a été limite le 3e joueur le plus médiatisé des Lakers derrière LeBron et AD. Enfin, je veux dire, Caruso, on en voyait à toutes les sauces, tous les soirs. Est-ce qu'il a le bandeau, est-ce qu'il a machin? De hype qu'il a là. Il a une hype incroyable. Alors, moi, si je veux juste en parler, c'est pour plusieurs choses. Déjà, les anciens et anciennes qui connaissent Trash Talk depuis longtemps savent que Caruso, on était bien avant l'arrivée de LeBron et la hype, etc. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment, et on en parlait, etc. On s'était peut-être certes marré au début, mais c'est un vrai basketteur. On en parle comme une mascotte et on dit oui, ok, c'est super. Un mec avec cette dégaine un peu chelou qui avec sa calvitie de 3 km de long qui va essayer de dominer chez les Lakers. Mais il n'empêche que quand on prend le joueur en lui-même, que juste tu fermes les yeux et que tu entends que le mec il a de l'énergie quand il va sur le terrain, il défend bien, il essaye d'agresser le panier, il va se défoncer quand il peut au rebond pour taper des putbacks, il coupe bien en ligne de fond et il respecte son rôle. Bah moi je m'en fous que t'aies une calvitie ou pas, ou que t'aies machin ou d'autres trucs, t'es un vrai joueur de basket. Et Caruso, il y a peut-être un petit peu trop de hype autour de lui, ça j'y conviens totalement, mais qu'on ne dise pas non plus que c'est juste une mascotte. Regardez vraiment Caruso jouer, plus que pour ces histoires de réseaux sociaux ou de hashtag NBA vote. Moi je crois qu'on en parlait pendant la preview de début de saison et que j'hésitais à mettre Caruso avec plus de temps de jeu sur les spots extérieurs, alors que Alex joue avec sa spatule. Mais ouais, je trouve qu'en tout cas Caruso a fait une bonne saison, au-delà de la hype. Ok. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais en c'est tout un cas, bon Gérard. Ouais. C'est un Gérard. Après, moi, je suis peut-être un peu moins dans la hype sur ce joueur. Mais je reconnais qu'il a une vraie utilité. Et puis j'ai plutôt bien kiffé quand il était sur le terrain. Hein. Je dis pas le contraire. Après, je le trouve extrêmement surhypé par rapport à ce qu'il est réellement. Oui, bah évidemment, ça c'est normal. Là, je trouve qu'en tout cas défensivement, il y avait vraiment des trucs hyper intéressants de sa part sur l'homme et dans la ligne de passe. Monsieur Dwight Howard pour Alex et Monsieur Alex Caruso pour Bibi. Nous, Alex, si je dis pas de bêtises, on va terminer avec une dernière section. Allez, le pronostic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostic, la compression du pronostic et de la projection avec un gros K. Exactement. Comme dans Kentavius, comme dans Kuzma, comme dans Markieff. Exactement, plein de cas dans tous les cas. Vous le savez, le pronostic, vous pouvez le faire aussi. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. On essaie de faire la liste des courses pour les Lakers, un petit peu s'amuser. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. 3-2-1, Eddie Jones. Si je suis un membre du staff des Lakers, je prie tous les dieux, je fais tous les sacrifices qu'il faut, mais il faut que cette saison elle reprenne. Voilà. Si jamais cette saison ne devait pas reprendre, mission Anthony Davis tout de suite avec Bronbron, le convaincre, mec, attends, ce qu'on n'a pas réussi à faire là, on va le faire. Tu prends un petit 2+1, comme ça tu gardes de la souplesse, et on y va tous ensemble, on fait suivre tout le reste. On ajuste le groupe. Voilà en gros. Magnifique. 30 secondes. Ça a été clutch, ça, non ? 30 secondes. 30 secondes, putain, ça passe vite, hein, 30 secondes. Ouais. Je vais essayer de te faire un 24 pile poil, tu vois. Vas-y. Ça va être propre. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Pas grand-chose à dire, en fait. Parce que oui, en effet, on a le seum pour les Lakers, pour leurs fans. On aimerait bien que la saison reprenne. Juste, je vais garder la même ligne au début de saison, comme pour cette potentielle saison de retour ou la suivante. À partir du moment où tu as AD et LeBron comme ça, mettez qui voulait autour... n'importe quel style de jeu, etc. Je leur fais confiance pour aller le plus loin possible. Attention à la free agency. Mais tant qu'il y a LeBron et AD, pas de problème. 24 secondes. Pas mal. Voilà, tout simplement. Du coup, les fans des Lakers, dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison, sur notamment la grosse question de la mort. Est-ce que au niveau de la lose et du sum, où est-ce qu'on se situe à peu près? Dans tous les cas, nous, Alex, je crois que c'est la dernière fois qu'on peut se dire qu'on se retrouve demain. Exactement. Enfin, pour les reviews. Oui. C'est la dernière fois pour les reviews. Tout à fait. On se retrouve du coup demain, on vous fait des bisous. Alex, on se check. 1, 2, 3, ciao, ciao.